On va demander à peut-être à Rokhaya de réagir ou de dire un peu ce qu'elle pense du livre ou d'un ou deux points du livre, et ensuite à Ismaël. D'accord, alors bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette introduction, mes méthodes. J'ai eu le plaisir de lire votre livre, donc j'ai des questions à vous poser qui ne sont pas directement en lien avec ce que vous venez de dire, mais sur lesquelles j'espère que je pourrai vous apporter un éclairage. Je vous remercie d'avoir apporté cette voix discordante dans un concert qui était relativement monocorde, où à un moment il était difficile d'avoir ce type de propos, de le rendre audible et de lui permettre d'accéder à une telle visibilité. Donc c'est vraiment une bonne chose que vous ayez pu, dans le débat, apporter un point de vue un peu divergent qui nous permet aujourd'hui d'être réunis pour en parler. Moi j'avais une question en fait à vous poser par rapport à deux points que vous soulignez. Je vais être assez rapide du coup parce que je pensais que j'allais réagir directement sur ce que vous alliez dire, mais j'ai posé deux points. Vous opposez en fait dans votre ouvrage une arabophobie populaire que vous qualifiez d'égalitaire en fait. Je ne suis pas sûre d'avoir compris exactement sur quoi ça consiste. Et vous opposez cette arabophobie historique à une islamophobie que vous qualifiez plutôt de bourgeoise issue des classes moyennes. Et ça, j'aimerais bien ça parce que, moi, je pensais que... après, j'ai posé toutes des questions. Après, moi, je faisais une continuité entre les deux. Moi, je pensais que l'islamophobie était une reformulation d'une arabophobie ancrée historiquement en France. Par ailleurs, c'est dans le même ordre d'idée. Vous dites qu'en 2005, l'islamophobie n'avait pas pénétré les classes moyennes. Or, il me semble que la loi de 2004 qui interdit le port du foulard à l'école, avec laquelle vous êtes en accord et avec laquelle je suis en désaccord, et je pense que Ismaël également, pour moi, elle était déjà la manifestation d'une islamophobie qui s'était répandue, parce que j'ai le souvenir qu'à l'époque, les jeunes filles qui portaient le foulard musulman, qui étaient scolarisées, étaient très peu nombreuses, et que le traitement médiatique qui en a été fait était disproportionné. Pour moi, c'était vraiment le révélateur d'un problème qui était né par rapport à l'islam. Et enfin, la troisième observation, c'est que j'ai quand même l'impression que alors vous revendiquez comme un islam assimilationniste, et je crois que votre livre est un plaidoyer pour l'assimilationnisme, puisque vous dites que selon vous, vous avez deux hypothèses à la fin. Et l'hypothèse optimiste pour vous, c'est l'hypothèse selon laquelle en fait, c'est l'hypothèse dans laquelle les populations se mélangeraient selon ce qui occasionnerait l'effacement des différences religieuses. Et ce que vous dites également, c'est que vous pensez que pour qu'il y ait davantage de mélange, il faut qu'il y ait la précondition, c'est la précondition de ces mariages mixtes, c'est une égalité homme-femme. Ce qui semble présupposer qu'il y a certaines cultures qui, en elles, elles sont moins enclines à respecter l'égalité homme-femme. En tout cas, c'est ce que je me demande. Et je me demande pourquoi vous faites le lien entre cette précondition et l'interdiction du foulard du foulard islamique musulman, qui pour vous symbolise l'égalité homme-femme. Bon, alors, voilà. Je vais sans doute être forcé de faire un exposé plus long que mon exposé introductif. On voit le mec pris la main dans le sac et essayer dans son exposé d'éviter tout ce qui était difficile. Pas d'ailleurs sur le plan idéologique, mais d'ailleurs sur le plan technique. Donc, on repart des concepts différents pour moi, d'arabophobie et d'islamophobie. Et peut-être le mieux, c'est de situer les choses dans le temps. C'est-à-dire que, il y a eu, on part, je veux dire, du pays des bisounours où il n'y a aucun problème, au début des années 80, et puis on est confronté à la montée du Front National. On est confronté à la montée du Front National, époque à laquelle le Front National très rapidement s'identifie à des passions et à des électorats qui concernent plutôt les milieux populaires, au point que voter Front National devient presque un stigmate d'appartenance au monde populaire, ouvriers, artisans ou petits commerçants. À cette époque, les classes moyennes et les partis qui les représentent, et le Parti socialiste d'ailleurs qui vient, je dirais, d'accéder à l'hégémonie à gauche et qui devient, pour moi, le moteur central des évolutions dirigées en France, le Parti socialiste, la gauche, est dans une posture, c'est le droit à la différence, tout est sympa, il n'y a pas de problème, et puis on a le début du discours élitiste suivant, les gens des milieux populaires sont racistes,
voyez, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a pas mal de gens qui sont trop jeunes pour se souvenir ici, bon, mais c'était l'ambiance. Alors, moi, j'ai très vite eu le sentiment, j'avais écrit en 1994 un bouquin qui s'appelait « Le destin des immigrés », sur lequel on voyait déjà pas mal de choses. On était encore, pour moi, dans cette période, dominé par la montée du Front National, l'arabophobie, et ce qui m'avait frappé en analysant les cartes, je me dis, je passe ma vie à analyser les cartes. Vraiment, et en fait, je fais beaucoup. Je suis moins dans le plaidoyer quand même, j'ai des préférences. Mais de toute façon, si on regarde mon livre, à la fin, on dit que j'ai des préférences, mais ensuite je conclus que ça ne va pas se passer comme je veux. Donc vous voyez, c'est pas une posture idéologique très très forte. Hein. Je dis que je pense que ça va plutôt mal se passer. Mais je ne devrais pas dire ça avec le sourire quand même. Mais, bon, quand on regarde les cartes du vote Front National, je les reproduis dans le dernier bouquin en 1993. Donc, en première approche, ce qu'on voit, c'est que le vote Front National est très fortement corrélé à la présence d'immigrés d'origine maghrébine, c'est-à-dire algérienne, marocaine, tunisienne. Mais si, par une analyse de régression, on ôte l'effet présence de maghrébins et on fait la carte des départements où il y a trop de votes Front National par rapport au niveau de l'immigration, on voit apparaître l'une des deux France dont je parlais tout à l'heure, et ce qu'on voit apparaître, c'est le cœur du bassin parisien, la façade méditerranéenne, c'est-à-dire les vieilles régions laïques, républicaines, ancrées dans les valeurs de liberté et d'égalité. Donc il y a quelque chose de troublant, vous voyez. Et l'interprétation que j'avais donnée à l'époque, je me disais, mais écoutez, l'arabophobie des milieux populaires, ça ne peut pas s'interpréter comme simplement du racisme. Bon, c'est des gens qui ont... Alors moi j'ai cette espèce d'équation que je tire de mes analyses sur les rapports entre systèmes familiaux et préconceptions idéologiques. Les gens qui ont un système familial égalitaire, qui définissent les frères, les enfants comme égaux, vont faire fonctionner des choses comme... Vous voyez, vous êtes dans un système familial qui dit que les frères sont égaux, les gens vont penser que les hommes sont égaux, que les peuples sont égaux, que tout le monde a la même chose. Et c'est là que vous aurez l'aspiration à l'homme universel. Une sorte d'incapacité à concevoir des différences profondes entre les hommes. C'est ça la culture française centrale. C'est pas antipathique hein, dans son principe. Je suis plutôt, même si j'analyse froidement ça, je serais plutôt de cette tendance-là, moi. Je serais plutôt dans cet esprit. Mais il y a des facteurs anthropologiques, familiaux, qui peuvent expliquer ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qui peut faire que dans ces régions qui pensent en termes d'homme universel, qui pensent en termes, avec cette idée que les hommes sont partout les mêmes, qu'est-ce qui peut produire cette arabophobie? Et ce que je disais dans ce bouquin, et ce que j'en fais dans celui-là, c'est que vous avez une sorte d'attente d'universalité de l'homme, vous avez l'a priori que les hommes sont les mêmes partout, vous voyez arriver des populations immigrées dont le système de mœurs est très différent. Il était à l'époque avec un statut de la femme différent, avec une organisation patrilinéaire, etc. Et vous avez dans les milieux populaires français une sorte d'énervement, de xénophobie qui ne renvoie pas à un a priori de différence entre les hommes, mais qui traduit l'exaspération, je dirais, de populations qui s'attendent à ce que les gens soient les mêmes, qui deviennent très vite la même chose, qui s'assimilent très vite. Vous voyez, une sorte de préconception assimilationniste. Et des gens qui s'énervent parce que ça ne va pas assez vite. Je ne vous demande pas d'être d'accord, je vous explique mon cadre d'analyse. Je pense ça comme ça. Voilà. Ça, c'est l'arabophobie. Et c'est les années 80-90. Et puis, à cette époque-là, les classes moyennes supérieures ne sont pas du tout là-dedans et sont dans le contraire d'une exigence d'assimilation. C'est dans l'idée, c'est le multiculturalisme, le droit à la différence, ces trucs-là, ce qui évidemment ne peut avoir que le don d'énerver les milieux populaires, qui auraient pu être rassurés si les élites et les classes moyennes françaises leur avaient dit « Ne vous en faites pas, il y a une phase de transition, mais tout le monde va devenir comme vous en quelques générations. » Mais le discours, donc vous avez des populations françaises de base milieu populaire exaspérées par les différences culturelles, et vous avez en même temps des classes moyennes françaises, des classes moyennes supérieures qui leur disent, et en plus, qui leur disent « Ouais, mais c'est super marrant les différences culturelles. » Ça, c'est le cocktail pour obtenir le Front National.
dont on ne peut plus se débarrasser ensuite. Alors ensuite, il y a une autre phase qui pour moi correspond à une autre logique, et c'est ça le développement de... Je ne suis pas ce que vous avez dit, j'espère que je suis long, mais je m'aligne quand même. Vous voyez apparaître l'obsession, non pas de système de mœurs concret, de problèmes de voisinage dans les banlieues, des trucs comme ça, mais vous voyez les classes moyennes, la presse des classes moyennes, le premier journal qui me vient à l'esprit c'est Le Point, mais il y en a d'autres, etc., qui commencent à être obsédés par l'islam en tant que système religieux, qui est quelque chose de beaucoup plus abstrait, de beaucoup plus conceptuel, de beaucoup plus idéologique, avec des gens qui se prennent la tête sur des textes, etc. Et je veux dire, je me souviens très bien, parlant de ce glissement de l'arabophobie des milieux populaires à l'islamophobie des classes moyennes, je me souviens très bien, ça m'avait énormément surpris, j'étais à Ce Soir au Jamais avec Pasqua, et on était tombés d'accord sur le changement de nature des problèmes. Donc pour moi, c'est des choses vraiment assez différentes. Alors, le problème, c'est que comment pondérer et qu'est-ce qui est le plus grave? En première approche, on va dire c'est le Front National qui est la menace, etc. En plus, les dirigeants du Front National, les cadres du Front National, ne correspondent pas à ce que j'ai dit. Eux viennent de la vieille extrême droite. Mais qu'est-ce qu'est l'islamophobie? Comment dire? C'est pas simplement plus diffus, plus poli, dans les classes moyennes, abrité dans du concept, dans de la réflexion sur les textes écrits. Je veux dire, peut-être que ça s'appuie sur une logique complètement différente qui n'est pas la logique universaliste. Je veux dire, et surtout, une fois que vous avez compris que cette islamophobie est caractéristique de classe moyenne dans lequel, je dirais, les séquelles du catholicisme se sont aggravées à mesure que le catholicisme disparaissait. Et moi, ce que j'aurais, en simplifiant énormément, je dirais que la logique de valeur qui est derrière l'islamophobie est opposée à celle de la France centrale égalitaire arabophobe. Donc, je parlais tout à l'heure de la séquence que vous avez trouvée dans la France centrale et dans les milieux populaires. C'est plutôt la séquence « les frères sont égaux, les hommes sont égaux, les hommes devraient être les mêmes partout ». Ce que vous aviez dans les classes moyennes catholiques, bourgeoises de l'avant-guerre, c'est non, là vous aviez des systèmes familiaux beaucoup plus inégalitaires, surtout dans cette périphérie catholique, et donc là vous avez une autre séquence. Les frères sont différents, inégaux, les hommes sont différents, inégaux, les peuples sont différents, inégaux, et les étrangers ne seront jamais la même chose. Alors la version soft de cette xénophobie différentialiste par rapport à la xénophobie universaliste que je sens chez les électeurs du Front National, la différence, c'est qu'elle postule finalement chez l'étranger une différence d'essence qui ne sera jamais réduite. C'était l'antisémitisme d'avant-guerre, dans la bourgeoisie catholique française, comme dans l'Allemagne qui a mal tourné, était de ce type. Vous voyez, donc j'ai ces deux catégories qui sont un peu compliquées. C'est vrai que quand on parle comme ça, le livre paraît beaucoup plus compliqué que ce qu'on en a entendu à la radio. Hein, c'est tout à fait autre chose. Vous avez arabophobie avec un fondement égalitaire, un universalisme perverti qui aboutit à des propos xénophobes, à des conduites xénophobes, et éventuellement des actes racistes, on appelle ça comme on veut, mais parce que l'exigence d'assimilation est frustrée par des difficultés de transition. Et puis vous avez une islamophobie des classes moyennes qui s'appuie sur des valeurs complètement inverses, où c'est au contraire, on réagit, on n'est pas content,
où on ne peut pas admettre que les gens d'origine musulmane deviennent simplement des Français comme les autres, de la même façon que ces catégories sociales, qui étaient plus étroites autrefois, ne pouvaient pas admettre que les Juifs deviennent des Français comme les autres. Et alors, là, on est dans une extrême confusion, on est dans un seul pays qui parle la même langue, c'est le bordel, tout se mélange, on peut pas, c'est pas chimiquement pur, on ne peut pas séparer les deux. Mais moi, je doute, on ne peut pas séparer les deux, mais je doute de la capacité de l'arabophobie des électeurs du Front National à fusionner avec l'islamophobie des classes moyennes. Je pense qu'il y a une sorte de frein et de régulateur. C'était quoi le reste de la question? Alors, c'était sur... En fait, d'habitude, j'essaie d'éviter de répondre à ces questions parce que c'est quand même techniquement compliqué. Et je viens de résumer, enfin mal, en quelques minutes, 40 ans de recherche, donc évidemment, c'est quand même un peu limite. Bon. Alors, j'ai pris mon excuse. La deuxième question a porté sur une de vos hypothèses. Oui. Vous faisiez part de votre optimisme dans le cas d'un mélange des populations et Oui. vous pensez que l'effacement des différences religieuses donnerait lieu à l'augmentation du scepticisme. Ah oui, alors je me souviens, oui, alors c'est sûr. Vous avez l'air de dire que Oui, alors... la solution est dans cette mixité qui nécessairement, quelque part, donnerait moins de poids. Alors, je crois qu'avant de s'intéresser à ce que je préfère, qui est quand même assez secondaire, il faut essayer de voir ce que ça implique pour la France. Par exemple, le bon côté je dirais, la face cachée, positive de la xénophobie universaliste, c'est ce que je cherchais à expliquer dans l'Espace des immigrés, c'est que la France était, dans les années 80, début des années 90, c'était le pays d'Europe qui avait un parti d'extrême droite, mais c'était le pays où les taux de mariage mixte pour les enfants d'immigrés d'origine musulmane étaient les plus élevés en Europe, et de très loin. C'est aussi pour les, je me souviens, dans l'enquête de 92, pour les filles d'immigrés venus d'Algérie, les taux de mariage mixte étaient déjà 25%. À l'époque, pour les filles d'immigrés turcs en Allemagne, c'était 1%. Et pour les filles d'immigrés pakistanais en Angleterre, c'était très proche de 0%. Il y a d'autres facteurs explicatifs, mais il y a, je veux dire, la mixité, le mariage mixte, je veux dire, c'est l'une des composantes fondamentales de la société française et l'une des contradictions de la France qui rend la situation à la fois très, très difficile à comprendre et très, très difficile à maîtriser dans un sens ou dans l'autre, c'est qu'elle est traversée simultanément par de l'arabophobie dans les milieux populaires, explicites, mais qui n'empêche pas énormément de mariages mixtes et en vérité une fusion des populations qui est déjà très avancée, et puis une islamophobie qui est un phénomène beaucoup plus récent, à mon avis plus inquiétant en fait, parce que c'est quand même les classes moyennes qui arrivent à faire délirer les sociétés, beaucoup plus que les milieux populaires, et qui est tout à fait autre chose. Et donc, en fait, ce que je pense sur le sujet, et moi je trouve que c'est juste, donc ça va être juste des préférences d'un Français dont la sensibilité est standard, vous voyez, banal, c'est-à-dire je suis un universaliste français du centre, en fait, je suis un natif de la partie bourgeoise de la banlieue parisienne, sans excès, une famille plutôt de gauche, elle-même assez mélangée et qui est passée dans qui est passé par ce processus d'entrée progressive dans le mariage mixte, la fusion avec la communauté nationale, et je trouve ça assez sympa quand même, mais qui est conscient, je dirais, qui a fini par admettre qu'il ne fallait pas être pressé, il ne fallait pas être raide, et dans la phase de crise actuelle, et confronté au développement de l'islamophobie, qu'il fallait mettre un peu la pédale douce, je dirais, ne pas se crisper dans des postures républicaines. Et le trop caricatural, j'essaie de répondre honnêtement à votre question. Donc, moi j'ai été tout à fait partisan au début
l'interdiction du foulard dans les écoles primaires et secondaires, parce que j'ai toujours pensé qu'en fait l'hostilité des populations françaises au foulard était assez peu un truc religieux et ça trahissait quelque part, ça avait un rapport avec l'exigence de mariage mixte dans les milieux populaires. C'est un truc, et la raison pour laquelle les Anglais tolèrent très bien le foulard, pour moi c'est pas du tout qu'ils sont beaucoup plus tolérants, c'est qu'ils sont spontanément moins chauds pour le mariage mixte. Vous voyez? Voilà, c'est pas... vous voyez, mais donc c'est... Pour ça, j'ai pas changé. Et puis en plus, c'est très bien pensé dans les écoles, tout le monde s'en fout. Je veux dire, pourquoi se créer des problèmes avec un truc qui tourne? Maintenant, au stade actuel, où visiblement les classes moyennes entrent dans un délire islamophobe absolu, où on commence à emmerder des gamines qui portent des jupes un peu longues, une phase de crispation, où les gens commencent à en faire des fromages, parce que des étudiantes absolument majeures, etc. Là c'est trop, je dis, il faut arrêter, il faut rester. Oui, je veux dire. Donc c'est une. Mais en termes de valeur, je reste partisan du mélange et du mariage mixte. Juste pour préciser ma question, vous ne pensez pas que dater la montée de l'islamophobie à 2005, c'est oublier toute l'hystérie qui a été provoquée en 2003-2004 autour du voile qui ne représentait qu'un nombre marginal d'élèves? Je crois que c'est très intéressant. J'ai oublié de répondre à ça, mais je pense que la chronologie doit être très intéressante à étudier. Parce qu'on est parti d'une situation où les classes supérieures étaient totalement indifférentes aux problèmes des milieux populaires, et puis les milieux populaires votent encore en France. Et donc, il y a eu un moment donné où, comment dire, peut-être sur le mode de la démagogie, les responsables politiques ont commencé à s'intéresser à ces choses, à faire des bruits dans ce sens-là. Il y a eu une phase de transition dans laquelle on pourrait dire que les politiques ont commencé à donner des gages ou essayer de reconquérir les électorats, l'électorat Front National à partir de choses comme ça. Et Sarkozy est de ce point de vue typique, et la présidence Sarkozy, pour moi, Sarkozy est notre premier président islamophobe, ça regarde des choses. Mais il me semble actuellement que l'une des caractéristiques de la période, c'est ce que j'ai senti, alors peut-être on pourra discuter sur les dates, peut-être que j'ai pas donné les bonnes dates, peut-être que c'est plus récent, peut-être qu'on devrait dire simplement que le début, vraiment, l'arrivée à maturité ou la prise de conscience islamophobe dans les classes moyennes, c'est la manifestation du 11 janvier. Qui était bien une manifestation de classe moyenne fusionnaire, de droite, de gauche, tout mélangé, obsédé par l'islam, et peut-être que le mouvement que je décris devrait être retardé en termes de datation. Mais là, au stade actuel, ça n'en finit pas, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de dynamique islamophobe qui n'en finit pas dans les classes moyennes. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'entretient de lui-même, je ne cite pas d'auteur caractéristique, je l'ai fait dans le livre, mais qu'il y a un emballement et que cette islamophobie des classes moyennes a pris son autonomie par rapport à l'arabophobie initiale. Mais je peux me tromper, hein, c'est comme ça que je vois les trucs.